bienvenue à toutes et à tous sur le circuit de Francorchamps pour l'événement automobile belge tant attendu, les 24 heures de Francorchamps, 56e édition. Au sommaire de moteur cette semaine, les 24 heures de Spa, bien sûr, avec le best-of concocté par l'ensemble de nos équipes et le résumé complet des 2 manches belges du championnat d'Europe des voitures de tourisme. Et c'est d'ailleurs avec l'ETCC qu'on va attaquer cette émission, l'occasion pour un spectateur de ces Proximus 24 heures de Spa de prendre ma place l'espace de quelques instants. Résultat d'un concours organisé par RTL ici dans l'enceinte du circuit. Mais comptez sur moi pour bien m'accrocher au micro. On est bien ensemble, non ? Avant d'entrer dans le vif du sujet des 24 heures, place au championnat d'Europe des voitures de tourisme, le fameux ETCC. Comme on pouvait s'y attendre, la lutte a fait rage entre BMW, Seat, Alfa, bien avant le départ des 24 heures. Et du côté belge, on attendait avec impatience la prestation de Kurt Mullekens au volant d'une des 320 officielles. On nous avait annoncé une superbe bataille, on a eu droit à la guerre. Plus on approche de la fin de saison, plus les artificiers de l'ETCC redoublent d'efforts et d'audace pour parvenir à leur fin. Les Francorchamps étaient le terrain idéal pour un combat acharné entre les pilotes officiels BMW, Alfa Romeo et Seat. Avec un premier avantage au constructeur allemand, puisque l'auteur de la pole n'était autre que Jörg Müller, qui précédait d'un souffle la surprenante Seat Toledo Cupra de l'Espagnol Jordi Gené. Comme on pouvait le craindre, le départ de la première joute faisait déjà son lot de victimes. Une manœuvre audacieuse de Kurt Mullekens envoyait Fabrizio Giovanardi en toupie, de quoi provoquer aussi la perte du pauvre Alex Zanardi qui passait par là par hasard. Résultat, une BMW et une Alfa déjà au tapis et une pénalité pour le pilote belge, fauteur de troubles. À l'avant du peloton, on ne se souciait guère de ces incidents, Jörg et Dirk Müller emmenant dans leur sillage Andy Priaulx, Jordi Gené et un Gabriele Tarquini, visiblement prêt à tout pour rendre à Alfa Romeo son lustre de la saison passée. Équipiers au sein du team Schnitzer, Jörg et Dirk Müller allaient gratifier le public d'un duel d'anthologie, de nature à faire naître quelques cheveux gris sur les tempes des responsables de BMW Motorsport. Osant tout et encore plus, les 2 Allemands ont passé leur temps à se frôler jusqu'au moment où Dirk a pris l'avantage sur Jörg. La preuve qu'il est encore possible de doubler en force au passage de la nouvelle chicane Buster. Ne s'en laissant pas compter, Jörg Müller rendait un chien de sa chienne à son équipier à la source pour retrouver la tête du classement. Et le docteur Mario Thyssen d'apprécier le travail de ses pilotes avec un air dubitatif. Au bout du compte, Dirk remportait la première manche pour 3 minuscules dixièmes de seconde face à Jörg, tandis que Jordi Gené offrait un nouveau podium à Seat. Moins en verve qu'à l'accoutumée, Andy Priaulx, le pilote du team RBM de notre compatriote Mark Mampai, prenait les points de la 4e place, précédant l'Alfa de Tarquini. On inverse le top 8 de la première manche, moins la Seat de Diefenbarer, pour obtenir la grille de départ du 2e affrontement. De quoi offrir au Brésilien Augusto Farfus une pole position, mise à profit pour empêcher l'Espagnol Antonio Garcia de prendre l'avantage. Une manœuvre qui vaudra une pénalité au pilote de l'Alfa numéro 3. Le premier passage au combe était déjà fatal à la Seat de Jordi Gené, délicatement poussé vers les bas-côtés par Dirk Müller, le 2e de la manche initiale. Farfus ayant hérité d'un avertissement, Tarquini prenait furtivement la 2e place avant de laisser Dirk Müller imposer sa BMW au prix d'un freinage d'anthologie au bus-stop. Dans la remontée vers les combes, Augusto Farfus poussait le bouchon trop loin en écartant vigoureusement Jörg Müller de la trajectoire idéale. Une manœuvre qui rendait la direction de course folle de rage et qui allait aboutir à une pénalité officielle pour le bouillant brésilien. N'ayant plus rien à perdre, Farfus parachevait son œuvre dans la chicane suivante, transformant Müller en pilote de rallycross. Gabriele Tarquini en profitait pour se retrouver au commandement, non sans devoir résister à Jörg Müller lors d'un long duel dans la descente vers le raidillon. Mais de retour au combe, le bouchon rouge finissait par sauter, Jörg Müller parvenant à prendre les rênes de la manche devant Tarquini et Dirk Müller. Champion
en titre, Gabriele Tarquini ne pouvait que constater la supériorité des 320i face à sa 156 GTA. Dirk Müller prenant le sillage de son équipier au grand dam du pilote Alpha. À l'issue de ces nombreuses empoignades, Jörg Müller remportait la victoire devant Dirk et Antonio Garcia. BMW s'assurant ainsi toutes les marches du podium. Le constructeur allemand a donc remporté avec maestria la bataille des Ardennes que notre compatriote Kurt Mollekens a terminé au 7e rang à l'issue d'une furieuse remontée. Au championnat, Prio subit la loi des pilotes Schnitzer, mais avec 6 courses encore au programme, Dirk Müller est loin d'être assuré du titre. Voilà pour le TCC, toujours aussi spectaculaire. Place maintenant aux 24 heures proprement dites, avec un début de course qui s'annonçait explosif entre les Ferrari et la Saline. Résumé des premières heures de course avec Vincent Franzen et Nathalie Pierrat. Si le clan Saline a perdu la bataille des qualifications au profit de la Ferrari 550 Maranello de la BMW Scuderia Italia, œuvre de Fabrizio Golin, c'était pour mieux se reprendre dès le feu vert. L'Allemand Uwe Alsen prenait effectivement assez vite le meilleur sur les Italiens Golin, Bobby et Babini. Les Ferrari allaient même jusqu'à refuser le combat, soucieuses de ne pas confondre sprint et endurance. Pendant que la meute prenait son envol, un premier drame se jouait au pied du Raidillon. N'ayant pu donner vie à sa Chrysler Viper GTSR du Zwans Racing, le Hollandais de Belgique Val Hillebrand poussait à la force des bras son bolide vers la pitlane afin de permettre à ses mécanos d'intervenir. J'essaie de démarrer au départ, elle ne démarrait pas, elle ne commençait pas. Alors je l'ai laissé tomber jusqu'à la fin de pits. J'ai essayé tout en radio, essayé de faire l'électronica, de faire reset, mais ça ne marchait pas. Alors j'ai dit j'essaie de pousser, est-ce qu'on peut se faire ça? Il a dit je sais pas mais essaye. J'ai essayé, j'ai demandé à Stéphane Rattel s'il me voulait aider mais il ne pouvait pas, alors c'est dommage. D'autant plus dommage que la 9 inaugurera la liste des abandons pendant que la 10 de Marc Duhet, Stéphane Lemré, Loïc Deman et Fanny Duchâteau se maintenaient déjà dans le groupe de tête dans le sillage des meilleurs Ferrari et Saline. Moins de chance par contre pour Steve Van Mellingen qui a envoyé sa Porsche en toupie dans la nouvelle chicane bus stop, mettant un point d'honneur à soigner la note artistique. À l'avant du peloton, Alsen se ménageait rapidement une petite avance, tandis que les Ferrari de la BMW Scuderia Italia faisaient la jonction avec le reste du peloton. Le deuxième incident sérieux se déroulait dans la montée de Kemmel, où la Ferrari 360 Modena GPC de Christian Pescatori éclatait un pneu avant de percuter les barrières de sécurité. Si le pilote italien s'en tirait sans mal, sa machine était par contre grièvement touchée. Le deuxième retrait des 24 heures était officialisé après 7 tours seulement. Et ce n'était pas fini. Se débattant au volant d'une Gilet Vertigo au comportement douteux, Yves Lambert cédait le volant à Jean-Pierre Van de Hover qui était d'emblée victime d'un bris de pont arrière. Pour le Track Promotion Team, l'aventure s'arrêtait avant même d'avoir réellement commencé. La voiture marchait super bien. Le premier tour, je n'ai vraiment rien ressenti. Et quand je suis arrivé à la source, j'ai plus dû passer de vitesse. Moi, je pensais que c'était le pont ou la boîte. Mais il semblerait que ce soit une pièce au niveau du triangle arrière qui soit cassé. À l'avant du peloton, les premières neutralisations permettaient au Ferrari 550 Maranello de relayer la Saline de Alsen, Bartels et Van de Poel en tête du classement. Mais entre ces bolides, les écarts restaient peu importants. À quelques encablures surgissait un deuxième groupe de voitures comprenant ces fameuses BMW M3 V8 GTR officielles, engagées via la formation Schnitzer, qui donnait l'impression d'attendre leur heure, non sans se rapprocher pas à pas de la première partie du classement. Même constat pour les Porsche 996 GT3 RS du Freisinger Motorsport, avec la 50 de Stéphane Ortelli, Emmanuel Collard et Romain Dumas à l'affût. Mais tout n'était pas aussi simple dans le clan allemand, puisque la 99 de Lieb, Lourd et Massen sortaient de la route, de quoi nécessiter l'intervention des mécaniciens.
pouvait s'y attendre, le début de soirée était marqué par quelques incidents importants, à commencer par l'abandon de la Nissan 350Z, notamment pilotée par Vincent Radormaker. La grande nouveauté de ces 24 heures s'en allait déjà sur la pointe des pieds. C'est un arbre de roue avant gauche qui a lâché. Et en fait, on n'a aucune assurance que si on remonte à nouveau, il ne va pas lâcher également. Donc c'est un gros risque parce que là, ça s'est passé sur une zone sans danger. Mais si ça se passe à très haute vitesse, on peut vraiment abîmer la voiture très fort. Plus étonnants étaient les ennuis qui allaient successivement frapper les BMW M3 GTR officiels. C'était d'abord au tour de la 142, celle de Jörg Müller, Dirk Müller et Hans Stuck, de rejoindre son stand avec une inquiétante fumée sous le capot. Le diagnostic faisait état d'un problème de durite, de quoi faire perdre une demi-heure à la belle allemande. Et alors que l'équipe Schnitzer s'affairait sur la 142, la 143 annonçait ce retour sans crier gare et sur 3 roues. Mollekens, Prio, Garcia et Lamy n'allaient pas perdre trop de temps dans la mésaventure, mais pour l'escadrille BMW, l'avertissement était sérieux. Guère plus de réussite pour la Chevrolet Corvette C5R de Marc Gossens et Anthony Kumpen, rapidement ralenti par une épidémie de poulies de courroie de la pompe à eau. Pendant que certains confondaient vitesse et précipitation sans nécessairement faire preuve de rapidité sur un tour, d'autres n'allaient pas beaucoup plus loin, à l'image de la Saline Conrad Motorsport de Walter Lechner Jr., qui n'assistait pas non plus au coucher du soleil depuis la piste. Les spectaculaires salines défrayaient d'ailleurs la chronique à plusieurs reprises, jusqu'au moment où la 5 d'Eric Van de Poel, de retour en tête de la course, s'immobilisait dans la nouvelle portion. Visiblement en proie à des ennuis de pompe à essence, cette fois le haut du classement était décapité et notre Tintin national plutôt dépité. Ça ne peut pas être l'essence parce qu'on a toujours 2 tours de sécurité. Donc c'est soit dans le système de pompe à essence à l'intérieur du réservoir, soit c'est un problème électrique par rapport à la pompe à essence. Donc Michael essaye de voir et Franz essaie de lui donner des informations du bord de la piste. C'est la seule chose qu'on peut espérer et essayer de trouver une solution pour amener la voiture. Alors que le soleil déclinait à l'horizon, moment choisi par les montgolfières pour entamer leur féerique balai, les Ferrari poursuivaient leur récital avec cette fois la 575 Maranello GPC de Vincent Voss, Mika Salo, Fabio Babini et Philippe Peter aux avant-postes, avec un tour d'avance sur les 550 Maranello de la BMW Scuderia Italia, plus que jamais en embuscade. C'est déjà au 4e rang qu'apparaissait la première des Porsche Freisinger et aux surprises, c'est la 77 de Vassiliev, Bernard et Bergmeister qui se montrait la plus régulière. Dans les rangs BMW, on se relevait d'une avant-soirée difficile, Kurt Mollekens croisant en 7e position. Alors que la nuit envahit peu à peu le circuit de Francorchamps, le bal des Ferrari semble continuer. Vincent Voss, votre coéquipier Fred Bivoui a connu des problèmes de boîte de vitesse, mais pour vous, tout semble fonctionner à merveille. Oui, là, jusque-là, tout se passe bien. Évidemment, la course est encore très très longue et on a encore beaucoup de choses à faire. Ce qui est bien, c'est qu'on vient de passer le cap un petit peu de la chaleur.